Merci à vous d'être avec nous. Nous avons un auditeur en ligne qui nous appelle depuis les États-Unis. Allez-y pour votre intervention. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour. Je crois que c'est moi. Il y a quelque chose de différent dans la retransmission, mais j'espère que je suis en direct. Yeah. Ok, bonjour. Allez-y, vous êtes en direct. Ok. Donc, j'aimerais remercier les intervenants. J'aimerais remercier les intervenants sur le plateau pour les efforts qu'ils fournissent pour donner des explications. Moi, j'en suis ravi personnellement. Bon, maintenant, vivement que nous vous écoutions et que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur soit une plateforme pour tous les Togolais de tous bords, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de ANC à unir, passant par cas. Vivement que nous comprenions l'esprit de cette plateforme, de cette initiative, et que nous y travaillons en regardant dans cette direction. Bien, ça c'est mon apport, mais ça c'est ce que je voulais dire. Maintenant, ma deuxième question, ma première question, je vais poser deux questions. Ma première question concerne le recensement ou bien le formulaire à remplir par le futur candidat délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Sur ce formulaire, il y a 3 lettres de référence à fournir. Exact. Il y a 3 lettres de référence à fournir. D'où va provenir cette lettre de référence, c'est-à-dire à qui nous devons contacter. Parce que si moi je travaille dans une boîte et que je vais aller dans une autre boîte, on me demande une lettre de référence, je vais revenir chez mon ancien employeur, lui demander de me tenir. Mais dans ce cas, où est-ce que nous allons obtenir les 3 lettres de référence? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous l'avez déjà évoqué, mais je vais poser ça quand même. Vous avez ouvert le recensement pour tous les Togolais, ceux qui se sont inscrits pour les élections précédentes, ceux qui se sont inscrits lors du recensement des Togolais, et actuellement, vous avez ouvert le recensement pour les Togolais qui vont s'inscrire et obtenir à titre temporaire pour participer à cette élection. Bien, d'accord, ok, c'est bien. Mais pour ce qui concerne le recensement des Togolais de l'extérieur, c'est vrai que c'est clos, mais est-ce que vous avez pensé à apporter des améliorations à ce recensement, dans le sens où lorsque quelqu'un qui vit dans l'état de Washington doit venir à Washington DC pour faire le recensement, parce que l'ambassade du Togo, c'est à Washington DC. Quelqu'un qui vit à Alabama doit quitter Alabama pour aller se faire, rien que pour aller se faire enregistrer et être reconnu comme Togolais. Est-ce que vous avez pensé faire des améliorations dans ce sens où, lorsque je suis à Georgia, je suis à Alabama, je suis à Seattle, que je puisse m'enregistrer sans que je ne puisse pas me déplacer pour aller à Washington DC? Parce que le déplacement seul limite le recensement des Togolais. Enfin, moi m'a limité pour pouvoir m'enregistrer en tant que Togolais de l'extérieur. Voilà l'intervention que je vais faire par rapport à ce débat d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir appelés. Alors, l'expert, Monsieur Radji. Oui. Vos éléments de réponse par rapport aux 3 lettres recommandées, est-ce que ça doit venir des individus ou des organisations? En fait, les lettres de recommandation, pour ce cas précis, c'est pas forcément des employeurs. C'est toute personne avec lesquelles vous avez eu à travailler ou même simplement vous avez eu à faire des projets qui reconnaît certaines compétences que vous avez et qui peut donc vous considérer comme étant quelqu'un qui a un profil qui semble intéressant pour exercer le mandat de délégué pays. Donc, c'est quelque chose de relativement simple. C'est pas forcément une référence au sens de ce qu'on demande dans les CV ou dans les lettres de motivation pour occuper un emploi. C'est pas dans le même esprit. C'est l'esprit vraiment de voir qui autour de vous ou qui vous avez rencontré a pu pratiquer votre façon de travailler, votre façon de collaborer et qui peut témoigner à travers une lettre de référence sur votre qualité, vos capacités, vos aptitudes à animer un mandat de délégué pays. Donc, ça ne renvoie pas spécifiquement à une lettre de référence venant de l'employeur. Ça en fait partie, parce que c'est un employeur est bien placé pour juger les capacités d'une personne à gérer ce genre de mandat, mais c'est pas exclusif.
Donc, c'est beaucoup plus ouvert. Et si la personne a des idées de référence et a besoin de se faire préciser si ça sera valable, il peut s'adresser à la direction des Togolais de l'extérieur. On lui donnera toutes les précisions nécessaires pour qu'il puisse communiquer cette référence dans sa candidature. Il n'y a pas de difficulté pour les accompagner, pour préciser les choses. Alors, pour le recensement, où en êtes-vous? Voilà, pour la deuxième question. Je voudrais ajouter... Ok, allez-y, monsieur Azila. Sur la question des recommandations, je voudrais dire que même les associations peuvent recommander des candidats. Des lettres de recommandation peuvent être signées par les associations de Togolais du pays concerné. Et donc, ça permet d'avoir une idée de l'ancrage communautaire du potentiel candidat. Donc, et les associations, peut-être nos ambassades pour juger de la moralité de la personne ou tout individu qui peut attester de la capacité du candidat à occuper le poste de délégué pays. C'est la précision que je voudrais faire. Oui, monsieur Radi, vous voudrez dire quelque chose avant monsieur Azila? Allez-y. Non, il n'y a pas de souci. En fait, j'aurais dû même lui laisser la parole parce que je pensais qu'il allait répondre après sur les 2 points. En fait, concernant le recensement, je pense qu'il y a eu un malentendu peut-être dans l'esprit de nos compatriotes parce qu'on n'a peut-être pas assez bien expliqué. C'est que le recensement se fait de partout en ligne. On n'est pas obligé d'aller à l'ambassade pour se faire enregistrer. On n'est pas obligé. C'est la carte consulaire qui demande ou qui demandait, je pense, qu'on soit obligé d'aller à l'ambassade pour le faire. Mais j'espère que dans quelques temps, on pourra aussi faire les projets de carte consulaire en ligne. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons. Et donc, on n'aura pas besoin de se déplacer, même pour faire la carte consulaire. Mais pour le recensement, je le dis clairement, il n'a jamais été question qu'on soit obligé d'aller à l'ambassade pour faire son recensement. Tout au plus, on peut appeler l'ambassade, parce qu'il y a des points focaux qui étaient en charge d'accompagner le recensement. On peut appeler à l'ambassade des personnes qui répondaient pour les questions de recensement pour se faire accompagner en ligne pour faire le recensement. C'est ce qu'on appelle les recenseurs agréés. Mais il n'était pas question qu'on demande justement à qui que ce soit de se déplacer pour aller faire son acte de recensement. Même les associations qui étaient proches de certaines localités qu'on savait ne pas être en situation de faire le recensement, ces associations étaient retenues comme recenseurs agréés justement pour leur donner la capacité de faire les recensements en ligne pour le compte des personnes concernées. Et dernière chose que je voudrais préciser, pour les personnes qui vraiment n'avaient pas compris tout à fait ce qu'on pouvait faire en ligne, ils ont la possibilité de remplir simplement un formulaire et de le transmettre à l'ambassade et l'ambassade se charge d'insérer dans le système le recensement à leur place en tant que recenseur agréé. Donc, toutes les dispositions qui ont été prises, justement, étaient prises pour éviter que les gens soient obligés de se déplacer. C'est vraiment ça l'objectif principal de la plateforme en ligne, à la fois pour le recensement, mais aussi pour les élections, c'est qu'on puisse exercer son droit depuis l'endroit où on habite sans avoir à se déplacer. Voilà ce que je voulais donner comme précision et je laisse mes collègues compléter. Justement, le vote de la diaspora au cœur des grands sujets. Aujourd'hui, combien de Togolais se sont fait enregistrer? On ne le sait pas se sont fait recenser à la diaspora, on ne le sait pas pour le moment. Pouvez-vous nous dire quand exactement nous aurons le bilan de la part du gouvernement par rapport aux enjeux, par rapport au bilan exclusif pour la diaspora, par rapport à ceux qui se sont fait recenser? En fait, il y a un premier bilan qui a été fait. Parce que le fait de faire le point sur tout le processus en mettant l'accent sur les activités qui ont eu lieu en amont pour préparer le recensement, la rencontre de toutes les parties prenantes, les discussions importantes qu'on a eues avec les parties prenantes pour vraiment améliorer l'outil, tout le processus tel que ça a été mis en œuvre a fait l'objet d'une description qui a été traduite sous forme de bilan dans le communiqué qui a été publié au terme du processus, le 30 juin. Maintenant, ce qui reste, c'est les résultats. C'est le résultat du recensement qui suppose, et ça je veux vraiment être précis là-dessus, que l'on regarde à la fois les données qui ont été communiquées, qui ont été transmises avec le recensement, mais d'autres sources aussi d'informations comme les cartes consulaires ou d'autres sources sur lesquelles l'autorité est en train de travailler pour qu'on puisse avoir une base consolidée d'informations sur la diaspora. Et c'est cette base-là qui fera l'objet de publication quand le processus de traitement de ces sources différentes qui viennent compléter le recensement pur en termes d'enregistrement, quand tout ce travail-là sera fait par les spécialistes en matière de traitement statistique pour dire, à partir de ces données-là, voilà si on fait l'analyse globale, si on essaie d'extrapoler, voilà ce que donne la taille de la diaspora togolaise, c'est quand ce travail-là sera terminé que l'autorité
le ministre, son excellent professeur Robert Doucet, fera une réunion pour communiquer les résultats du recensement au sens global du terme. Voilà, parce que le recensement, ce n'est pas que les personnes qui se sont enregistrées sur la plateforme. Voilà l'explication que je voulais donner. Et ce travail, à mon avis, ça va prendre probablement encore tout le mois de juillet et peut-être le mois d'août parce qu'il n'y a pratiquement pas d'activité en août. Je suis sûr qu'au plus tard, en septembre, on doit pouvoir communiquer ces résultats-là sous le contrôle, sous la supervision de son excellence professeur Robert Doucet. Voilà ce que je peux répondre. Merci à vous d'être avec nous pour cette émission Avis de la diaspora en direct des États-Unis sur votre chaîne préférée AfroWeb TV. Nous sommes presque à la fin sur la dernière ligne droite de cette émission et nous recevons Monsieur Azila, Charles, Monsieur Radji et Monsieur Kag Sanoussi qui nous honorent de leur présence en ligne aujourd'hui pour éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs, des amis internautes et surtout de la diaspora. Alors, Monsieur Kag Sanoussi, aujourd'hui, nous sommes à la porte, ou sinon à la veille des élections des hauts conseillers des Togolais de l'extérieur, un lien étroit avec le recensement, puisque vous avez aidé beaucoup le gouvernement à recenser les Togolais de la diaspora. Combien d'associations avez-vous aujourd'hui à votre actif avec lesquels vous travaillez? Et une autre question en plus de cela, ceux qui ont voté par rapport dans les années précédentes, est-ce qu'ils vont s'inscrire de nouveau pour je pense que c'est la question qui ira plus à Monsieur Radji et Monsieur Charles. Mais pour l'heure, répondez à ma première question. Je pense que quand je vois le bilan des différents délégués, il y a beaucoup d'activités menées avec les associations de la diaspora togolaise, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, Océanie. Nous n'avons pas encore de liste consolidée par rapport à l'ensemble. J'ai des éléments partiels, le bilan en cours d'exploitation, mais je peux vous dire que l'ensemble des délégués ont travaillé. Et les relations avec les associations sont plurielles. Il y a des associations avec lesquelles la collaboration avec les délégués ont été fructueuses sur la base de projets. Il y a des associations avec lesquelles ce fut dû des échanges, des associations qui ont participé à des activités, mais aussi des associations qui n'ont pas voulu travailler avec un certain nombre de délégués. Tout ça fait partie de la diaspora. D'où je disais que donc aujourd'hui, dans le recensement, je pense qu'il y a une case qui est même prévue pour les associations dans le recensement. Il y a un projet, par exemple, sur lequel le Haut Conseil a commencé à travailler, mais qui n'a pas finalisé, c'est justement avoir un répertoire des associations par pays. Les données collectées par chaque délégué aujourd'hui nous permettront d'avoir une première matrice. Et l'idée par rapport à ça, c'est au-delà d'un répertoire. C'est que ce travail à finaliser certainement dans la prochaine mandature permettra par exemple, quand vous arrivez dans la diaspora, vous arrivez en Allemagne ou en Atlanta ou je sais pas, au Japon, vous aurez une cartographie de tout ce qui est togolais en termes de structure associative et en termes d'entreprise par exemple. Vous aurez une cartographie, par exemple, de nos consulats, nos ambassades. Donc ça, c'est un projet sur lequel le Haut Conseil avait commencé à travailler, qui n'a pas pu finaliser. Mais je pense que dans la prochaine mandature, ce sont des projets qu'il faut reprendre parce que c'est un outil important. Et on peut même le développer en le mettant en ligne. Certaines associations ont été réticentes. Moi, j'ai vu des délégués dans certains pays qui ont fait la démarche, mais plusieurs associations n'ont pas voulu. C'est l'occasion de leur dire, et c'est l'occasion de leur dire que franchement, nous sommes ensemble. Ce que fait le délégué, c'est dans l'intérêt de chaque association. Et c'est dans l'addition, la multiplication qu'on va réussir. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup d'associations, mais pas assez à mon goût, parce que nous sommes encore dans cette phase de construction où la confiance doit s'installer. Mais j'ai espoir que dans les prochains mois et la prochaine mandature, les gens qui verront d'eux-mêmes ce que nous avons fait durant cette première mandature, en étant simple, humble aussi, parce qu'on n'a pas tout réussi. Nous savons que ça a été difficile. Certains ont critiqué l'arrivée du Haut Conseil. Tout ça fait partie donc du processus et du bilan, mais je suis convaincu que parce que nous servons la même patrie, les compatriotes de la diaspora vont saisir la main pour faire en sorte qu'ils puissent aussi peser au sein du Haut Conseil et faire en sorte que le Haut Conseil soit fort. Parce que si le Haut Conseil est fort, respecté partout, nous sommes aussi forts et respectés partout, donc nous sommes ensemble. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport aux associations. Le travail est en cours, mais il doit se poursuivre et se consolider. Merci. Nous avons toujours un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour, bonsoir.
Allô. Bonsoir. Oui, allez-y. Bonsoir Moïse. Oui, allez-y pour votre intervention. Voilà, c'est Philippe Amélie à l'appareil depuis Liège en Belgique. D'abord, j'aimerais saluer très fraternellement un panéliste que je connais bien. Donc, j'ai suivi, pas dans sa totalité, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Je remercie le courage de tes panélistes, mais je m'interroge un tout petit peu. Ma première interrogation, c'est de savoir pourquoi le ministère, ou en tout cas le ministre, n'a pas choisi de procéder ou bien d'établir le bilan, de communiquer le bilan des 3 premières années du Haut Conseil des Togolais de la diaspora de l'extérieur avant de passer, avant de lancer ou bien d'ouvrir une autre session de candidature pour un second mandat. Parce que, comme le dit si bien mon ami Kag, c'est au bout de l'ancienne porte qu'on devrait pouvoir tisser la nouvelle. Donc il n'y a pas eu cela. Je crois que ça ne permet pas aux Togolais qui souhaiteraient peut-être emboîter le pas aux prédécesseurs de le faire en toute transparence et en connaissance de cause. Là, c'est quand même une méthode qui n'est pas très, je crois, sans être trop fort, la méthode n'est pas rigoureuse. Il faudrait que ça soit revu. La deuxième et la dernière chose, c'est que j'en ai parlé tout récemment avec l'un des panélistes. Il y a fondamentalement dans la démarche un problème de divorce entre ce que attend la diaspora et ce que lui proposent les gouvernants togolais. Est-ce qu'il n'est pas temps que nos gouvernants prêtent oreille, en tant soit peu, à ce que la diaspora attend d'eux? Nous avons parlé, et Moïse l'a fait tout à l'heure, du droit de vote et du droit d'éligibilité de la diaspora. Pourquoi est-ce que cette question est tout le temps esquivée? Maintenant, il faudrait que nos gouvernants le sachent également. Très peu de Togolais sont prêts, surtout ceux qui vivent aux États-Unis, ne sont pas prêts à dépenser 500 € pour aller voter à l'ambassade qui est à New York, je crois, oui. Et pour que le résultat divorce ou sorte après du chapeau. Donc il y a également la confiance ou le peu de confiance que les Togolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dans le processus électoral au Togo. Donc ce sont des questions fondamentales. Quand est-ce que ces questions-là seront posées et débattues? Voilà un tout petit peu mes 2 premières préoccupations, ou principales préoccupations. Merci, M. Philippe Amendoji, de nous avoir appelé. Je sais que l'expert qui est avec nous va vous répondre très rapidement avant de conclure cette émission avec 3 bonnes questions à chacun de nos invités. Monsieur Radji. Oui, si vous permettez, je pense que sur ces 2 sujets, je vais me faire aider par mon collègue Azilan. Il comprendra que ce n'est pas une réponse diplomatique de ma part, mais c'est que vraiment c'est un sujet, lui et moi, on partage l'expertise et la compétence là-dessus. Sur le premier point concernant le fait qu'il aurait fallu que ça aurait été mieux de disposer du bilan avant de faire de lancer le processus électoral. Je vais essayer de donner une opinion d'abord d'expert et après je vais parler de ce que je pense de la pratique. De mon point de vue, le calendrier électoral obéit à des règles assez strictes. Si on ne lance pas le processus électoral en juillet pour que les élections aient lieu, vu toutes les contraintes d'agenda concernant un processus électoral donné, on ne pourra pas faire en sorte que la fin du mandat en cours puisse être tout de suite suivi par le début du nouveau mandat. Donc, nous, on avait une contrainte d'agenda à gérer. S'ajoute à ça le fait aussi qu'on avait le processus de recensement qui a été lancé et dont on devait à tout prix finir le travail, en tout cas en ce qui concerne la partie administrative et de recensement, d'enregistrement des personnes, avant de lancer le processus électoral. Entre les deux, il y avait une fenêtre qui devait être laissée à la libre appréciation
au Haut Conseil togolais de l'extérieur de faire le bilan. Il n'appartient pas, selon nous, au ministère de faire le bilan du HTCE. Le HTCE est une institution relativement autonome, dont l'autonomie est même revendiquée comme étant sa marque, son ADN. Donc ça appartient aux membres du Haut Conseil de faire le bilan. L'agenda, le calendrier pour faire ce bilan leur appartient. Et c'est là encore la preuve du fait que, au niveau gouvernemental, on évite toute émission dans le fonctionnement du Haut Conseil. Et le Haut Conseil a lancé son processus pour faire son bilan. Donc c'est juste une question de décalage de quelques jours. Donc je dis ça pour vraiment atténuer la portée de la remarque sur lequel je trouve que le Philippe exagère un peu, puisque Karg a déjà parlé du fait que le processus pour faire le bilan est en cours. Il le disait déjà avant le lancement du processus électoral. Donc, à quelques jours près, on est dans le timing qu'aurait souhaité Philippe dans l'idéal. Donc, je trouve que la conclusion qu'il pose en disant qu'il y a un problème de méthode me paraît exagérée et déplacée. Donc, voilà ma réponse en ce qui concerne le fond de l'affaire et le côté pratique qui est qu'en réalité, le bilan est déjà en cours, le bilan va être publié. Donc, à quelques jours près, on ne peut pas nous reprocher d'être en décalage ou en retard pour répondre à cette question-là. Deuxième point concernant le fait qu'il y aurait un divorce entre les attentes de la diaspora et ce que propose l'autorité. Je m'inscris en faux par rapport à ce genre d'affirmation parce que d'abord, je trouve que c'est un peu lapidaire de réduire les attentes de la diaspora à la question du vote. Sincèrement, je pense qu'à notre époque, et vu ce que nous voyons, nous, sur le terrain, qui accompagnons la diaspora chaque jour sur le terrain, réduire les attentes de la diaspora à la question du vote, et je demande à Karg aussi d'intervenir là-dessus, ça me paraît très réducteur. C'est vrai que pour une partie de la diaspora, qui est cette diaspora militante dont parlait Karg tout à l'heure, la question du vote est principale, est primordiale. Et moi, je l'entends, je le comprends comme tel. Mais personne n'évacue cette question. Il y a eu un premier processus qui a permis de voter lors des dernières élections présidentielles. Dans les élections qui viennent, on va voir comment les choses vont se mettre en place. Donc, on peut pas faire de procès d'intention. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Au niveau du Haut Conseil, le lobbying qui doit être fait pour que, au niveau du processus électoral, la diaspora soit de plus en plus insérée. Le lobbying est fait et les résultats se présenteront le moment venu. Donc, il faut que les gens attendent de voir sur cette question du vote qui semble être l'obsession. Et je comprends pour certaines personnes. Je dis simplement que des actes ont déjà été posés pour montrer qu'on n'est plus dans une situation antérieure où on disait qu'il n'y avait pas du tout de droit de vote. Il y a un droit de vote qui existe maintenant, qui est appliqué. Et au-delà de ça, pour les processus électoraux à venir, attendons de voir ce que décidera le législateur, parce que le Togo, jusqu'à preuve du contraire, est un état de droit. En dehors de ce qui est prévu dans la Constitution, les modalités de mise en œuvre, de participation de la diaspora aux processus électoraux seront dites et tout le monde pourra juger de ce fait. En ce qui concerne maintenant la critique qui est faite sur le fait que les gens sont obligés de se déplacer pour participer au processus électoral, on a un maillage de notre représentation diplomatique et consulaire qui est ce qu'il est par rapport aux moyens de notre pays. On ne peut pas reprocher à notre pays de faire avec les moyens qu'il a. Et donc, si les citoyens sont obligés, une fois par an ou une fois tous les 2 ou 3 ans, de faire un déplacement pour aller poser un acte qui semble très important pour eux-mêmes, puisque c'est quelque chose qui est revendiqué depuis plusieurs années. Je pense que c'est quelque chose sur lequel aussi on peut trouver une entente là-dessus. Maintenant, s'il faut, dans l'avenir, réfléchir à des formules qui permettraient aussi d'introduire quelques processus d'élection en ligne, comme nous, on l'a déjà adopté au niveau du ministère, puisqu'on a fait le choix de l'électronique, du vote électronique, justement pour casser cette barrière-là, d'éviter le blocage de la distance. On verra comment les choses vont se mettre en place. Là encore, pas de procès d'intention, que la diaspora fasse ses propositions, et elles seront prises en compte. Donc, d'abord sur le fond, je m'inscris en faux quand les gens réduisent la demande de la diaspora à la question du vote, parce que ce n'est pas vrai. Ce qui est important pour la diaspora, c'est la participation au développement, c'est la participation à leur propre projet de réalisation qu'ils veulent faire dans le pays, et non pas la question du vote. Et je le dis clairement, et les résultats sont là pour le démontrer. Et en plus, au-delà de ça, aujourd'hui, on est dans une phase différente où la diaspora est descendu vraiment sur le terrain, veut maintenant qu'on l'aide à avoir des moyens pour investir, pour réaliser son projet, pour faire en sorte qu'il soit présent dans le processus de développement. On a 20 000 logements qu'on doit construire au Togo. La diaspora demande à savoir comment il peut participer à réaliser ces logements-là, à prendre une partie des logements qui seront construits en tant que bénéficiaires, puisqu'ils ont des difficultés à se faire construire des logements par leur famille ou par leurs amis. On a des projets qui sont en cours dans l'agriculture. La diaspora veut savoir comment il peut avoir la capacité à participer à ce projet en s'appuyant sur le MIFA ou d'autres programmes qui sont en cours.
On a des projets qui sont possibles dans le numérique. La diaspora, moi je parle de ce que je vis au niveau du guichet diaspora, veut savoir comment il peut faire en sorte que sa contribution puisse être aussi notable dans le numérique où les Togolais ont une certaine excellence qui est reconnue dans le monde. Et je citerai enfin 2 exemples concrets de projets qui montrent que la diaspora n'est pas exclusivement omnibulée par la question du vote. Je porte actuellement 2 projets par la diaspora. Un projet qui consiste en fait à faire en sorte que un Togolais qui vit au Canada, qui a déposé un brevet sur un fertilisant bio, puisse avoir dans quelques mois au Togo la première usine de fabrication de ces fertilisants pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ça ce que fait la diaspora au Togo et pas seulement la question de vote. Je citerai aussi l'exemple d'un projet qui est venu du VP en Asie qui consiste en fait à développer au Togo une chaîne qui va permettre d'avoir des pondeuses industrielles pour qu'on puisse répondre à ce besoin du pays, qui va permettre d'économiser des devises puisqu'on va pouvoir avoir des œufs qui seront produits directement au pays et non pas importés. Voilà concrètement ce sur quoi la diaspora me demande de travail, le directeur Azilan et moi, même si la question du vote périodiquement revient et que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, le Togo y répond parfaitement. Alors, Monsieur Raj, au total, combien de projets avez-vous au guichet de la diaspora? Au moins une centaine. Merci. Alors, Monsieur Azila... Je vais vous ajouter les personnes à qui on a donné une assistance pour régler leurs questions, leurs problèmes de nationalité, leurs problèmes de visa, leurs problèmes d'entrée dans le pays, leurs problèmes de carte d'identité, leurs problèmes de passeport, je les compte par milliers. Pas milliers, c'est ça le travail qu'on fait pour les gens. On a compris, Monsieur Raj. Monsieur Raj, merci beaucoup. On a compris. Monsieur Azila, nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons vous avoir et vous inviter pour d'autres numéros de notre émission Vie de la diaspora. Mais pour l'inquiétude relevée par Monsieur Philippe Amédodi, qu'en dites-vous? Oui. Vous savez, j'hésite à prendre la parole après M. Radji sur cette question parce que dans sa réponse, il a mis beaucoup de passion et je sais que je ne peux pas dire mieux que ce qu'il a fait. Mais je me permets quand même de répondre à M. Amédodi sur un certain nombre de propos qu'il a tenus quand il dit que les résultats des dernières élections, de la dernière élection présidentielle ont été sortis du chapeau. Je dis que non, on est sur une chaîne de grande écoute, il faut qu'on rectifie un certain nombre de propos. Les élections ont eu lieu dans 5 ambassades et malheureusement, il y a eu peu d'inscrits d'ailleurs, ce que nous dénonçons, ou nous déplorons. Il y a eu peu d'inscrits, mais le processus s'est déroulé de façon publique dans toutes nos ambassades jusqu'à la publication des résultats des ambassades. Donc, je mets au défi M. Amédodi de dire que les résultats n'ont pas été transparents, le processus n'a pas été transparent à un moment donné. Il faut que, si nous voulons dire des choses sur des chaînes de grande écoute comme ça, que nous puissions les appuyer sur des preuves palpables. Parce qu'en aucun moment, aucune urne ou aucun matériel de vote n'a été mis en secret ou derrière un quelconque rideau. Ça a été au vu su de tous les acteurs du début jusqu'à la fin du processus et les résultats ont été proclamés. Dans certaines ambassades, il y a à peine 35 inscrits et qui ont voté, donc chacun pouvait suivre ce qui s'est passé. Donc il faut qu'à un moment donné qu'on arrête de tenir un certain nombre de propos. Et deuxièmement, pour dire, il a évoqué la difficulté pour les compatriotes prenant le camp spécifique des États-Unis de dépenser par exemple $500 pour se rendre dans une ambassade pour voter. Oui, mais nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une première expérience de vote des Togolais de l'extérieur. Le droit de vote a été accordé en décembre 2019 et l'élection présidentielle a eu lieu en février. Vous n'avez pas idée de toute la logistique qu'il y a eu derrière pour que le matériel arrive dans nos ambassades, les 5 ambassades retenues avant le jour du scrutin. Je peux en parler ici, même si c'est à la limite de ce que je peux dire. J'ai été témoin des difficultés que le ministre a eu à régler à la dernière minute parce que tel matériel est bloqué au port de tel pays parce qu'ils n'ont pas eu toutes les autorisations ou tel pays n'a pas accordé les franchises ou les droits de douane n'ont pas été payés. Jusqu'à la dernière minute, on était sur ça. Le ministre travaillait sur ça. Rien que pour 5 ambassades, ça n'a pas été facile. Donc, comprenez que pour une première expérience, que les autorités aient fait le choix de tester à partir d'un certain nombre de pays pour voir les difficultés que cela présente et pour qu'on puisse se projeter pour les prochaines élections. Donc, il faut qu'on soit indulgent aussi dans la démarche et dans la critique. Et deuxièmement, le choix des ambassades, les 5 ambassades qui ont été retenues pour expérimenter le droit de vote, le choix n'a pas été fait au hasard. Quand il a été question de décider, nous avons été consultés,
enfin pas consulté, il nous a été demandé de dire les pays où on a le plus de Togolais. Mais à l'époque, en dehors des estimations que nous avons et des chiffres que l'OIM publie, sur lesquels nous ne pouvons pas travailler, on ne peut que s'appuyer sur les données consulaires. Et les données consulaires étaient lapidaires, non pas parce que nos ambassades ne tiennent pas leur registre, mais parce que peu de compatriotes font cette démarche-là d'aller s'inscrire à l'ambassade. Mais quoi qu'on dise, que vous les aimiez ou pas, les ambassades sont là pour les Togolais et représentent l'État togolais dans les pays où vous êtes. Donc la démarche d'aller s'inscrire à l'ambassade pour avoir une carte consulaire, elle est incontournable. Donc nous nous sommes purement appuyés sur les chiffres des données consulaires. C'est ça qui a déterminé les 5 ambassades que les gens ont votées. Problème qu'on aurait pu corriger à travers le recensement. Et donc, le recensement permettra de dire que dans tel pays, il y a tel nombre de Togolais et que ça justifie qu'on puisse y mettre un bureau de vote. Parce que vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas mettre un bureau de vote dans un pays où il y a peut-être une cinquantaine de Togolais. Si on fait le rapport qualité, enfin le coût par rapport à l'intérêt au problème qu'on règle au niveau de l'État, ça ne se justifie pas. Donc, les chiffres qui résulteront qui sortiront du processus de recensement nous permettront de décider plus tard de comment améliorer la mise en œuvre de ce droit de vote. Donc voilà les précisions que je veux donner à M. Philippe Abedodji. Monsieur Kad Sanoussi, nous sommes à la fin de cette émission et monsieur, vous avez été aussi interpellé. Alors, quelle est votre réaction et quel est votre mot de fin pour cette émission? Alors, je voulais dire sur cette question de Philippe Abedodji, M. Radji disait tout à l'heure que le droit de vote, ce n'est pas la préoccupation primaire de tous les compatriotes de la diaspora, et que c'est d'autres projets notamment. Mais en même temps, il a dit que c'est aussi une préoccupation. Je voulais juste souligner que nous avons été investis le 28 novembre 2019 et venait d'être communiquées les modalités de vote accordées à la diaspora togolaise. Et nous étions à Lomé quand nous avons vu sur les médias nos compatriotes aller dans les ambassades et s'opposer au fait qu'on demandait 3 pièces d'identité aux compatriotes de la diaspora. Notre rôle en tant que délégué du Haut Conseil, notre premier acte, la toute première action que nous avons posée au Togo, je m'en souviens encore, c'est que nous avons demandé audience aux autorités. Et nous avons été reçus dans l'après-midi du même jour. Et nous avons fait le plaidoyer en disant, OK, d'abord nous vous remercions d'avoir donné le droit de voter à la diaspora, mais comment expliquer que nous, dans la diaspora, on nous demande 3 pièces d'identité, alors qu'au Togo, on ne demande pas? Ça a été une longue réunion. Je pense que M. Radji et M. Azila ici étaient témoins de cette réunion-là, où on nous a expliqué, mais nous avons fait le travail, mais au moment où nous sommes arrivés, c'était déjà trop tard. Trop tard parce que la décision avait été prise. Mais je vais dans le sens de M. Radji, c'est que par la suite, durant les 3 années, nous n'avons pas travaillé sur le droit de vote qui est acquis. Nous n'avons pas travaillé ces pièces, non pas parce qu'on n'avait pas envie de le faire, mais parce que ce sont des projets qui ne sont pas des projets qui ont émergé des préoccupations que nous avons des uns et des autres. C'est pour ça, concrètement, comme d'autres choses qu'on n'a pas pu faire. Donc, histoire de dire que ces préoccupations sont légitimes. Le Haut Conseil a le devoir, comme on l'a fait, pour plaider au fait que qu'on demande aussi 1 ou 2 pièces d'identité aux Togolais de la diaspora par 3. Même si nous avons compris l'explication, ce qui a fait qu'on a ramené à l'époque à l'hôtel le 2 février, on était investis. Donc, plusieurs responsables qui suivaient le processus électoral pour expliquer aux délégués pourquoi ça a été fait comme ça. Donc, pour répondre à M. Abedodji, c'est ça aussi l'addition et la multiplication du Haut Conseil. Nourrissez le Haut Conseil, pas des suggestions, des projets, parce que c'est ensemble avec des idées que nous pouvons donc aller auprès des autorités. Je rappelle que nous avons un statut associatif. Nous ne sommes pas fonctionnaires d'un ministère ou ceci, cela. Nous sommes autonomes, nous sommes indépendants, nous sommes bénévoles. Nous avons une règle. Et donc, nous avons quand même une manière de faire les choses. Si nous sommes enrichis, si les compatriotes de la diaspora trouvent intérêt à venir dans le Haut Conseil, c'est la conjugaison de ces forces qui vont faire en sorte que nous allons porter des projets structurants et faire en sorte que les autorités nous accompagnent davantage dans la concrétisation de nos projets. Alors, comme vous me demandez le mot de fin, moi, je ne peux que saluer, parce que ce mot me plaît à cœur, les délégués. Parce que tout ceci est possible parce qu'il y a des gens qui ont décidé de mouiller le maillot au-delà des difficultés. Le président du Haut Conseil, Atisso Kodovi, le VP Ama,
le VP Maglo, le VP de Vochou et l'ensemble des délégués. Mais je veux aussi remercier les autorités consulaires. On ne l'a pas beaucoup peut-être dit. Dans toutes nos délégations, nos 77 délégués ont travaillé avec les ambassadeurs, les points focaux diaspora, les conseillers, les chargés de mission. C'est important. Nous ne sommes pas des diplomates en tant que délégués, mais nous sommes des aides. Nous avons fait des choses en complément. Et c'est l'occasion de les saluer pour que les relations puissent davantage s'apprécier, se perfectionner, se consolider pour que la prochaine mandature puisse encore avoir le soutien des délégations. Je veux faire un point particulier en saluant l'ambassade du Togo en Allemagne et en France, avec lesquels on a beaucoup collaboré, notamment par rapport aux réfugiés qu'on a sortis de l'Ukraine. C'est un travail formidable qu'on a pu réaliser ensemble. Donc moi, je finis en disant simplement que nous, compatriotes de la diaspora, nous avons tout intérêt à faire de ce Haut Conseil une instance forte, un instrument fort au profit de la diaspora et pour le développement du pays. C'est ensemble, dans l'addition et la multiplication, dans l'esprit de cette pensée centrale, où on s'en fiche que vous soyez pour ou tel, contre un tel ou pour un tel, mais dès lors que le Togo est utile pour l'intérêt général, vous vous retrouvez au sein du Haut Conseil et c'est le challenge que nous avons maintenant jusqu'à la fin de notre mandat et c'est le challenge qu'il faut poursuivre après notre mandat avec la nouvelle équipe qui sera là. Merci encore pour ce temps que vous avez donné pour partager nos points de vue avec la diaspora. Vous êtes à la maison et vous êtes tous les bienvenus. Chaque fois que vous serez, nous vous inviterons et que vous accepterez notre invitation. Ce serait un honneur de vous savoir et de vous avoir aujourd'hui. Et surtout, dans les jours à venir, nous espérons être invités également au Conseil des Togolais de l'extérieur à Lomé. Alors, Monsieur Radji, en tant que coordonnateur du guichet diaspora qui importe vraiment tous nos compatriotes à la diaspora, quel est le message à l'endroit que vous avez à tous vos compatriotes qui hésitent encore à vous envoyer des projets et à toute la diaspora, quel est votre message? D'abord, je voudrais, comme dans le même esprit de mot de fin, vous remercier pour cette émission qui vraiment dans l'agenda que nous avons tombé bien pour réexpliquer les choses, faire ce bilan-là que CAG a commencé à présenter et puis mettre les choses en perspective avec les élections dont mon collègue Asilan a la responsabilité. En fait, pour revenir au guichet diaspora dont on n'a pas pu parler aujourd'hui, mais je pense que ça mériterait une émission à part. Exact, on vous invitera, Monsieur Radji, une spéciale émission avec vous. Ce n'est pas pour vendre ce que je vais dire, mais c'est vraiment parce que c'est un outil qui le mérite. Je voudrais d'abord dire que le guichet diaspora, c'est d'abord un outil mis en place dans la maison de la diaspora. Parce qu'il faut le rappeler, dans les actions fortes que le gouvernement a fait pour donner des signaux quand même assez remarquables à sa diaspora, il y a cette maison de la diaspora qui existe aujourd'hui, qui est un lieu vraiment de passage pour toute la communauté diasporique quand elle rentre à Lomé. Il y a des événements qui sont prévus à Lomé cet été à l'initiative de la diaspora, dont les conférences de presse seront faites dans la maison de la diaspora. Donc, je voudrais d'abord parler de la maison de la diaspora qui héberge à la fois le bureau, l'instance, le cabinet du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et notamment le cabinet du président et le guichet diaspora. Donc, je tenais à rappeler cette importance du fait qu'on dispose aujourd'hui d'une maison à nous, une maison de la diaspora. Maintenant, pour ce qui est du guichet lui-même, ce qu'on essaie de faire, qui est quelque chose de relativement simple, c'est que pour parler avec la diaspora, le gouvernement a mis en place le Haut Conseil, qui est vraiment l'interface principale pour dialoguer avec la diaspora en dehors de nos représentations diplomatiques et des missions consulaires. Mais pour travailler avec la diaspora, mais vraiment de manière pratique et pragmatique, c'est le guichet diaspora qui joue un rôle important. Pas le seul, parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on s'appuie, pour lesquelles on s'appuie vraiment sur la direction des Togolais de l'extérieur. Parce qu'au niveau du guichet diaspora, on s'inscrit vraiment dans tout ce qui est dynamique d'accompagnement de l'action économique et sociale de la diaspora sur le terrain. On peut s'occuper d'une ONG qui veut s'occuper d'un dispensaire dans un village éloigné de Lomé, comme on peut s'occuper d'installer à Lomé le NEC plus Ultra d'une structure digitale. Donc, on s'occupe de tout en ce qui concerne les projets. Il n'y a pas de sélection en termes d'origine de projet, en termes de domaine d'intervention de projet. Tout projet qui est présenté au niveau du guichet diaspora fait l'objet d'une fiche qui est transmise à l'autorité et d'un suivi qui permet de s'assurer que l'accompagnement demandé est intervenu. Et les personnes qui sont déjà passées par la diaspora pourront en témoigner. Et qu'est-ce qui permet à tout ça de fonctionner? C'est les résultats.
c'est les résultats. Et les résultats passent par quoi? Par le fait que le suivi individualisé dont je parlais tout à l'heure, ça se vit au jour le jour. Ça passe aussi par le fait que les personnes qui nous confient des projets sont sûres de la confidentialité qui est prévue en ce qui concerne la protection de leurs projets, que les projets ne sont pas dans la nature, les projets ne sont pas dévoyés de leur objet, mais font l'objet d'une protection rigoureuse, dont la garantie est assurée par l'autorité elle-même. Ce qui fait aussi que tout ça fonctionne, c'est aussi le fait qu'on a un certain nombre de compétences au niveau du guichet diaspora qui permettent de répondre à la fois à l'aspect que je qualifierais de technique des projets, mais aussi l'aspect institutionnel. Et le guichet diaspora dispose au niveau de chaque ministère et maintenant même au niveau de certaines entités gouvernementales et privées des points focaux qui permettent, quand on amène un projet, quand un projet vient au Togo, de pouvoir interpeller directement les points focaux dans les ministères ou dans les départements, dans les structures intéressées pour les faire intervenir directement pour apporter des solutions qu'attend la diaspora pour la mise en œuvre de son projet. Et ces projets-là feront l'objet, normalement à la fin de l'année, d'un bilan qui va permettre d'identifier tous les projets qu'on a accompagnés et les résultats concrets qu'on a obtenus. Parce que c'est aussi ça, ce qui est attendu de l'autorité de notre part, c'est qu'on soit capable de rendre compte concrètement de tout ce qui a été fait et expliquer à l'ensemble de la diaspora les projets concrets que la diaspora met en œuvre pour que ça puisse être relayé soit au niveau de l'observatoire des contributions de la diaspora, soit aussi au niveau de certains rapports d'activité que le ministère fait de manière générale pour donner des informations sur ce que la diaspora réalise. Au-delà de ça, le guichet diaspora s'occupe aussi de préparer tout ce qui est facilitation justement des actions ou des initiatives de la diaspora. Ça passe par des facilitations au niveau de l'accès au financement à travers un certain nombre d'accords que l'on est en train de préparer pour la mise en œuvre des projets et le financement des projets au Togo. Ça passe par les facilitations qu'on essaie d'obtenir. Et là, je peux en parler en citant ce que nous faisons avec le Haut Conseil, avec la direction des Togolais de l'extérieur, pour obtenir des facilitations, que ce soit à la douane, que ce soit au niveau de l'OTR, pour qu'on puisse réellement fluidifier la mise en œuvre des actions de la diaspora au niveau du Togo. Ça passe aussi concrètement par le fait que certaines personnes qui sont dans des difficultés particulières s'adressent au Haut Conseil, à la direction des Togolais de l'extérieur ou au Togo, ou au guichet diaspora, pour qu'on puisse les aider à trouver des solutions, mais dans la discrétion. J'insiste là-dessus. On n'est pas au niveau du guichet de diaspora dans un dispositif de communication tous azimuts, mais on est dans une démarche plutôt de résultats sous le contrôle du professeur Robert Doucet, afin qu'on s'assure qu'au bout de 2 ou 3 ans, tous les Togolais, selon que quand ils ont un projet et qu'ils s'adressent aux autorités, ils sont sûrs d'avoir l'accompagnement dont ils ont besoin et donc ils sont sûrs de pouvoir réaliser leur projet et leur ambition au service du développement du Togo. Voilà ce que je veux dire. Merci, Monsieur Radji, Monsieur le directeur des Togolais de la diaspora ou de l'extérieur. Monsieur Charles Azilan, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai encore plus d'une dizaine de questions, mais le temps fait défaut. Et je pense que nous allons revenir dans une autre émission par rapport à ça. Quel est votre mot de fin pour clore cette émission? Oui, merci beaucoup pour d'abord l'occasion que vous nous avez donnée de nous exprimer sur les sujets qui nous intéressent à l'endroit de la diaspora. Et comme vous l'avez dit, je crois qu'il nous faut une autre émission pour aller en profondeur sur un certain nombre de sujets. Et mon mot de fin va porter sur notre actualité de l'heure, qui est le processus électoral qui est en cours. Et je voudrais saisir l'occasion pour appeler tous les Togolais de l'extérieur à s'approprier ce processus. Parce que ça ne sert à rien de se mettre en retrait de ce processus et après de critiquer l'instance qui va en être issue. Si vous voulez avoir la même mise et le contrôle, ou encore, ou du moins l'influence sur ce que sera le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, la première démarche, c'est de vous enregistrer en tant qu'électeur. Et la démarche qui est souhaitable, c'est que vous vous portiez candidat. Parce que c'est en étant acteur qu'on peut changer les choses. C'est très facile, la critique, elle est suave, hein. Nous tous, nous pouvons nous en donner à cœur joie, mais c'est encore plus utile d'être au cœur de l'action et d'apporter les changements que nous voulons. Donc, je lance cet appel à nos compatriotes de la diaspora. Le changement que vous voulez ou que vous souhaitez, vous devez l'incarner. Et vous pouvez l'incarner en vous portant candidat pour être élu délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui est l'instance interface du gouvernement et dont vous pouvez porter ou bien partager les idées que vous avez, les idées de changement que vous avez. Et je voudrais ici également inviter nos compatriotes à faire abstraction de nos différences. Et parce que je crois que c'est une des difficultés de nous Togolais. Nous avons du mal à vivre ensemble avec nos différences. Et je voudrais
lancer cet appel que le Haut Conseil soit l'occasion pour nous de faire l'expérience, de vivre ensemble avec nos différences en mettant devant la réalisation de projets concrets qui vont dans l'intérêt des populations togolaises. Parce que les défis sont énormes et en tant que citoyen, chacun doit s'imposer le devoir d'apporter sa petite pierre à la construction de l'édifice national. Et c'est cet appel solennel que je lance cet après-midi à tous les Togolais qui sont à l'extérieur. Je vous remercie. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Nous avons eu le privilège de recevoir M. Azilan, Charles, directeur des Togolais de l'extérieur, Monsieur Radji, où j'écosse souvent son nom, Monsieur Radji, je m'en excuse, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Monsieur Kak Sanoussi, vice-président Europe et porte-parole des Togolais, des Hauts Conseils des Togolais de l'extérieur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour que cette émission tienne, pour informer la diaspora. Nous espérons vous recevoir dans d'autres émissions. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Cette émission sera disponible également sur notre chaîne YouTube. Allez-y, vous en procurez comme vous avez. C'est votre chaîne, c'est à la maison. Et excellente suite de programme à toutes et à chacun de vous. Et bonne soirée. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroHub TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroHub TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrohubtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroHub TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 80. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV au service de la communauté africaine à la diaspora.